Bonjour à tous, encore une fois, Steven Sarrazin pour votre podcast préféré, Personne n'en parle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un ami d'enfance, je pourrais dire un globe-trotteur. J'ai profité de l'occasion parce qu'il part dans quelques heures. Donc, je vous présente mon cher ami Dimitri, pour les intimes, Dimi Bones. Donc, Dimitri, bienvenue. Puis, merci aussi pour le temps que tu m'as accordé, étant donné, je sais que tu es venu ici pour quelques jours, tu repars demain, donc bienvenue à Merci. Personne n'en parle. Tout le plaisir est pour moi. Good. Donc, tu sais, c'est quoi l'émission? Bon, c'est pas ta première entrevue. Aujourd'hui, bon, tu as suivi plusieurs entrevues, plusieurs de mon podcast. C'est pas vraiment une entrevue, c'est une conversation. Puis le mot le dit, personne n'en parle. Tu habitais ici au Québec il y a plusieurs années, maintenant aux États-Unis. Je te vois souvent aussi au Mexique, un peu partout dans le monde. Donc, je veux savoir qui est Dimitri, qui t'a amené à quitter le Québec. Tu ne l'as pas quitté à 100% parce qu'on te voit souvent ici. Donc, juste un petit résumé, qui tu es pour les auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas. Beaucoup de monde te connaissent, mais ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Dimitri? Bon, moi, je suis quelqu'un qui, premièrement, quitté le Québec il y a un peu plus que 15 ans, disons 2010-2011. Mm-hmm. Et puis, c'était un désir que j'avais depuis longtemps. Depuis que j'étais jeune, il y a même du monde que je parle, puis je leur rappelle que hey, je voulais toujours déménager en Floride. Puis ils me le disent comme, oui, t'en parlais quand tu étais plus jeune. Donc, j'ai décidé à un moment donné prendre un one-way puis dire, écoute, moi, le Québec, c'est pas pour moi. Déjà, l'hiver, j'en pouvais plus. Ouais. Et puis... là, ça tombe mal. Ça tombe mal parce que tu viens d'arriver du Mexique, tu viens ici, ouais. La neige tombe. En tout cas, je te laisse continuer. Donc, avec ça, j'ai pris un one-way. C'était, comme on peut dire, forcé un peu, mais il fallait que ça arrive. Donc, mon background, j'ai grandi dans l'est de la ville. Excuse-moi. Quand tu dis forcé un peu, qu'est-ce que tu veux dire? Excuse-moi, je vais t'interrompre un peu parce que j'écoute beaucoup les mots quand tu dis forcer un peu. Parce que si c'est un rêve que tu as depuis longtemps, pourquoi forcer? Mon dos était contre le mur, rendu à un certain point dans ma vie, à cause de mon passé, de mon entourage, le monde avec qui que je me tenais, comme qu'on dit. Et puis, j'ai eu beaucoup de déceptions qui m'ont mis à cette situation-là, qui m'a dit, OK, tu sais quoi, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu changes ton mode de vie. Et puis, il y a des signes dans la vie qui nous viennent, puis beaucoup d'entre nous, on n'écoute pas les signes. Donc, ceux qui n'écoutent pas les signes, il y a beaucoup de bad trips, comme on dit, qui leur arrivent. Et puis moi, ils me sont arrivés, ces bad trips-là, mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, assez, c'est assez. Et puis, j'ai juste pris un one-way flight. J'ai été me rétablir ailleurs. C'est la Floride. La Floride. Puis la Floride, parce que est-ce que tu avais de la famille là-bas ou bien c'est juste la télévision? Bon, je ne vais pas dire médias sociaux. Il y a 15 ans, ce n'était pas aussi présent que maintenant. Pourquoi la Floride et non ailleurs dans le monde ou aux États-Unis? J'avais de la famille là-bas. Ça a été une transition qui a été un peu plus simple, mais je ne voulais pas dépendre d'eux nécessairement. Donc, en aménageant Floride, c'était plus, comme je te dis, c'était ma quête. J'ai lu un livre il y a longtemps qui s'appelle L'Alchimiste. Et dans L'Alchimiste, ça parle d'un jeune gars qui s'appelle Santiago. Et puis, il y a eu un rêve que sa légende personnelle était au Mexique. Je dis au Mexique. Mais sa légende personnelle était en Égypte. Et puis, je pense c'est un Mexicain dans l'histoire, right? Et puis, son père lui a donné ses blessings. Il a dit, OK, vas-y, je te donne ce que tu as besoin pour pouvoir faire la transition. Puis moi, en lisant ce livre-là, je me suis vu dans le livre. Et puis, dans la transition, il y avait beaucoup de choses qui lui sont arrivées. C'était pas facile. Et puis, pour retourner à ma vie au Québec, à l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai perdu mon premier ami dans les streets, comme on dit, la violence. Puis ça, c'est un gars que j'étais avec à chaque jour. Il s'appelait Friends. C'était un gars très aimable. C'était, comme je dis, le meilleur d'entre nous. Mais en même temps, il y avait sa mentalité de la rue et puis ça vient avec ce que ça vient. La même année, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est la dame qui m'a élevé. J'ai passé ma vie avec elle au complet dans la même maison. Et puis, ces deux décès-là sont arrivés, disons un mois entre les deux. Et puis, à l'époque, quand c'est arrivé, je me souviens qu'il m'avait appelé, qu'il me disait hey, « on s'en va au carnaval, viens-t'en, on va avoir du fun et tout ». Puis moi, j'étais comme down, j'étais comme non, ça me tente pas vraiment. Tu sais, j'ai la famille qui était à la maison, comme on était encore en deuil de ma grand-mère et tout. Donc, j'y ai dit... Plus toi, t'avais ton ami en plus. En plus de ça. Fait que quand ça s'est arrivé...
je me souviens comme, waouh, j'aurais été avec lui si j'avais pas eu le décès de ma grand-mère, j'aurais été au carnaval avec lui, quelque chose serait arrivé, veut pas. Et puis de là, c'est comme j'ai tombé dans une dépression pendant longtemps, disons de 96 aux années 2000. J'étais down, ça allait pas bien, j'avais lâché l'école, j'ai essayé plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas dans le fond. Okay. Et puis ça a été comme un premier wake-up call, mais ça m'a pas encore réveillé. Parce que avec cette situation-là, j'étais comme, OK, bon, ben, je vais continuer à faire les choses que je faisais, me tenir avec les mêmes gens et tout. Et puis au début des années 2000, j'ai été en Floride. J'avais de la famille là-bas, comme je te dis. Puis ça, c'était avant mon déménagement complet. J'avais un cousin que, back then, lui, il était actif, comme on dit. Puis il y avait son meilleur ami qui était toujours avec lui. Puis j'ai vu le changement en lui, comme il était plus passif. Parce que lui, il habitait déjà là-bas ou il avait déménagé? Ça, c'est mes cousins plus vieux. Mais ils sont pas nés en Floride, ils sont nés à New York. Ils ont aménagé au Canada, ensuite déménagé en Floride. Okay. Et puis, de là étant, j'ai vu son changement. Donc, je me suis dit, hey, c'est peut-être quelque chose que moi, je veux. Puis, un moment donné, j'ai été dormir chez l'ami de mon cousin, que lui est marié avec ma cousine. Et puis, je le parlais un peu. J'ai dit, hey, comme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il me dit, comme, il a donné sa vie à Dieu. Il a fait beaucoup de changements. Puis là, je me suis dit, waouh, OK, c'est quelque chose que moi, je suis intéressé parce que on connaît, mais beaucoup de nous ne pratiquent pas et tout. Donc, le fait de changer d'environnement, ça change aussi. Ah oui, définitivement. Ouais. Donc, avoir fait ce voyage-là, ça m'a ouvert les yeux. Cette nuit-là, avant d'aller me coucher, il a ouvert sa Bible et il m'a fait réciter un passage après lui. Si je te dis que c'est le plus beau sommeil que j'ai eu de ma vie, c'est comme si que ça m'a ouvert les yeux, ouvert l'esprit. Okay. Toute ma vie, mes pieds étaient croisés. Je sentais qu'il y a quelque chose qui me bloquait. Et puis, cette nuit-là, j'ai eu des révélations, des rêves qui me disaient qu'est-ce que je dois faire pour retourner, quand je retourne à Montréal. Ouais, ça me disait exactement. Je m'étais fait des ennemis et tout. Ça me dit, va aller voir, parle, excuse-toi, serre la main, et puis tout va bien aller. C'était très bizarre, mais en même temps réel. Et puis, quand je te dis ennemi, c'est comme... c'est des gens avec qui aussi j'ai grandi, mais il y a des choses qui m'ont forcé à m'éloigner d'eux. Okay. Ici, à Montréal, il faut qu'on se dise beaucoup de choses. On est très limité dans les options. Les gens de notre couleur, c'est pas aussi facile d'y arriver. Je me souviens à l'époque... Il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le croire, parce que des fois, le monde pense qu'on exagère. Puis je me suis juste coupé encore. À un moment donné, j'étais à l'extérieur, toujours au Québec, avec un ancien partenaire. Puis il n'y avait pas beaucoup de personnes de race noire. On rentre dans un restaurant pour aller dîner, puis il y a une femme blanche qui... J'ouvre la porte, puis une femme blanche... J'ouvrais la porte pour la femme blanche parce qu'elle sortait. Donc, j'ouvrais la porte. Elle m'a regardé d'une façon... Puis même le gars avec qui j'étais, c'est un Québécois, il était comme... Oh, wow! Il était abasourdi. Ouais. Puis moi, un de plus, un de moins. Puis on mangeait, on parlait d'autre chose, mais lui, il était encore sur ça. Il dit, c'est-tu comme ça pour de vrai tout le temps? J'ai dit, bro, ce que tu vois sur les médias, ce que tu entends dans les nouvelles, c'est pas des histoires, c'est une réalité. C'est juste qu'à un moment donné, tu deviens habitué, puis regarde, c'est un plus, un de moins, mais c'est une réalité. Ouais, je te laisse continuer. Et puis, pour revenir, même avant ma naissance, nos parents ont emménagé ici au Québec, il y a très longtemps, dans les années 70 et tout. Mon père était comptable en Haïti, il a étudié, il n'était pas quelqu'un qui faisait rien. Mon oncle est arrivé, il parlait 3 ou 4 langages différents, taekwondo, jiu-jitsu et tout. Lui a été appliqué pour poste de police. On l'a dit non, on a déjà un noir. Il a été appliqué pour être chauffeur d'autobus. Non, on a déjà un noir. Mon père, il a été appliqué pour travailler dans une banque. Encore là. On a déjà un noir. C'était juste un de chaque. Comme tu peux voir, même dans le système québécois, aujourd'hui, tu n'en vois pas un grand nombre. Ils ont choisi certains d'entre eux pour pouvoir y arriver. Donc, mon père n'a pas eu le choix d'aller étudier en mécanique. Et puis, il a travaillé pendant 30, 40 ans chez Canadian Tire.
Et ça le frustrait de faire cette job-là parce qu'il se souvient qu'il était en Haïti. Okay. Et puis, quand il voyait ses amis venir faire arranger leur auto, c'était comme... il se cachait un peu comme une honte pour lui. Parce qu'il dit, c'est pas pour ça que j'ai été à l'école. J'ai pas étudié pour devenir mécanicien. Mm-hmm. Et puis, c'est les circonstances de la vie qui ont fait en sorte que certaines choses arrivent. Ouais. Puis pour retourner à la trajectoire que j'ai suivie, c'était ce que je voyais. Donc, j'ai fait un album de musique en début des années 2000. C'était plus ma frustration que je voulais m'exprimer. Quand tu as fait un album, OK, chanter. Chanter. J'ai étudié un peu dans tout. J'ai fait le multimédia, j'ai étudié à l'école de musique. J'ai été dans une école ici qui a été très utile pour moi. Ça s'appelle Cybercap. C'est un endroit où ce que les jeunes qui décrochent, ils t'initient au multimédia pour te redonner le goût de soit retourner sur le marché du travail ou aller à l'école. Mm-hmm. Donc ça a été un bon boost pour moi parce que j'avais accès à tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler avec les caméras, les systèmes de son et tout. Et par après, j'ai été étudié à l'école de musique. Ouais. Avec ça a été comme une perte d'argent parce que ce qui te montre dans ces écoles-là, c'est l'introduction sur chaque module. Ils ne prennent pas le temps de te montrer c'est quoi ce micro-là, condenseur, tous les micros différents. Ils vont te montrer l'introduction sur chaque module, mais en même temps, toi, tu t'endettes. Toi, tu t'endettes, oui. Avec les prêts étudiants. Ouais. Donc, fait que c'est comme un cercle. C'est un cercle. C'est un cercle vicieux. Tu te cherches, tu trouves une nouvelle passion, une passion qui dormait, mais là, tu t'endettes. Parce que j'imagine que c'est Institut Trébasse, musique technique. Musique technique. Ouais. Et puis 15-16 000 $. Là, c'est pas assez. Tu vas prendre un autre cours pour perfectionner. Là, tu as entre 20 et 25 ans. Tu n'as pas 15 000 $. Tu rempruntes encore. Là, tu es rendu à 30 000 $ de prêt et bourse. Sans compter l'intérêt. C'est exactement ça mon cas. Puis moi, je l'ai fait parce que je me suis dit, je ne vais jamais le payer ce prêt-là. Ça ne me dérangeait pas parce qu'au moins, j'avais accès aux outils. Fait que la musique que j'enregistrais, j'allais à l'école puis je faisais mes propres mixages, j'utilisais les outils qu'il y avait, les banques de sons pour faire les instrumentaux et tout. Donc, ça m'a donné vraiment le boost et le goût de faire plus dans la vie. Et puis, après Kashim, il y a eu le connaisseur Tikazo. Je connais très bien. Et puis, ça, c'est des gars de notre enfance. On a grandi dans ces coins-là et tout. Et moi, j'étais supposé d'être le prochain. Mais les circonstances de la vie ont fait en sorte que ça ne devait pas arriver pour moi. Sinon, la route que j'allais prendre, c'est le même chemin que tous ces gars-là ont pris et qu'ils ont pris des baffes. Ils ont beaucoup encaissé à cause de ce train de vie-là. Et par après, on est rendu en 1998. On a perdu APED, qu'on appelle Happy. Ça a été un coup dur pour tout le monde. C'était vraiment un moment sombre. Comme là, je te parle, 96, 97, 98, toutes ces années-là de dépression. APED était mon voisin de 2 maisons. Okay? Et en plus, lui, c'était le coiffeur de tout le monde. De tout le monde, oui. Et sa mère, Monique, à ce jour, je la parle encore, elle faisait des manteaux, du linge. Ouais. Et puis, APED était dans un cercle de gens qu'à l'époque, moi, je les voyais comme des géants. Puis ils avaient à peine 23, 24 ans. Dansaient breakdance. C'était les gars les plus fraîches sur la terre, les belles autos, bijoux et tout. Et ça vient avec la jalousie. Ça a créé beaucoup d'ennemis. Et de là, APED, c'est celui qui défendait tout le monde. Je me souviens, des fois, il faisait mes cheveux ou il faisait les cheveux des gens, puis ses amis venaient le dire comment j'ai eu des problèmes avec un tel. Et puis c'est lui qui prenait toujours les charges sur son dos. Il disait, OK, t'inquiète, je vais aller régler ça. Donc, pas pour dire que c'était un ange, mais c'était pas un démon non plus. Il allait à l'école, il étudiait, il y avait un futur. C'était le seul dans ce cercle-là que tu pouvais voir qu'il y avait un futur. Effectivement. Puis APED est décédé en 98. Il avait à peine, si je me souviens bien, 21 ou 23 ans. Quelque chose de très jeune. Donc, on perd Happy. Et puis, là, la mère doit aller en cours parce que Toi, tu étais encore ici? Moi, j'étais encore ici. OK, oui. Et puis, ce qu'elle a vécu, je souhaite ça à personne. Parce que quand quelque chose comme ça arrive, la personne, la famille, doit aller en cours, témoigner, puis revivre ce moment-là pendant des années parce que les gens, ils vont en appel. Ils vont en appel, tout ça, oui.
Donc, à ce jour, je la parle et elle n'est pas guérie. Tu me suis? Et puis, c'est triste à voir, c'est triste à dire, mais c'est le cheminement que beaucoup d'entre nous ont choisi et on a payé le prix. Puis toi, par la suite, j'imagine, c'est là que tu as eu un wake-up call. Là, tu dis, OK, je connais Floride, One Way. Pas tout de suite là. Par après, je me suis plus concentré sur la musique et tout. Et j'avais un ami c'était un ami encore d'enfance et que je l'avais introduit à APED parce que les gars, ils breakdance, ils faisaient des concours de danse et puis je le parlais tout le temps. Tu sais, je connais un gars que tu as besoin de connaître puis tout. Et puis je dis ça parce que la source d'énergie l'a utilisée pour me forcer à faire le changement, la transition. À un moment donné encore, je me tenais avec ces gars-là qui faisaient des choses qui n'étaient pas correctes et tout. Puis il y a une fille qui est venue vers moi. La fille fréquentait un de ces gars-là. Et puis, à un moment donné, elle a eu une situation qui était déplaisante. Elle est venue devant chez nous et puis elle m'a dit « Ah, j'ai pas aucune place pour aller. J'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit. » Fait que je l'ai laissée entrer chez nous. Et une chose a engendré une autre. Et puis, elle est dans mon lit. Et puis, je suis comme « Oh, qu'est-ce que je viens de faire? » Mais quand tu lis la Bible et tu arrives à comprendre comment que certaines situations arrivent, tu vois que c'est des choses qui ont été forcées pour t'éloigner d'une autre situation. Ça m'a fait devenir ennemi avec des gars qui étaient mes amis, mais c'était encore là un mal pour un bien. Donc, après ça, on est rendu au début des années 2000. J'ai qu'est-ce qu'on appelle du beef et puis tout. Je suis comme, ah non, c'est pas ma vie, c'est pas ça que je veux. Donc, ça m'a comme fait jamais sortir mon album de musique que j'avais fait dans le temps. C'est resté une idée. Okay. Là, prochainement, je suis en train de parler avec mon boy Polo, puis je veux comme, au moins qu'on le sorte, mais en mode documentaire. Pour aider les jeunes, parce que j'ai vu, il y a tellement de choses qui sont passées aux jeunes de nos jours que moi, je suis content d'avoir eu des enfants tard dans ma vie. Si je les avais eus à l'époque, avec la mauvaise personne, si je regarde des gens avec qui j'étais à l'école, que leurs enfants sont décédés, c'est comme « wow ». Puis dans des situations violentes et tout, parce que c'est le mode de vie dans lequel on a grandi. Et puis pour revenir à la situation avec moi qui me séparais des gars avec qui que je me tenais, puis tout. Le mal qui est arrivé pour un bien. Exact. En fast-forward, on est rendu, disons, 2005, 2007. Et puis, mon meilleur ami, Polo, a perdu son frère, son petit frère, que lui, il était dans les rues, il faisait les choses qui n'étaient pas correctes et tout. Mais il venait toujours à mon studio. J'avais un studio d'enregistrement downtown parce que lui, ce qu'il faisait, c'était aussi downtown. Fait qu'il venait me voir. Puis j'essaie toujours de donner des conseils, tu sais, comme quitte les rues ici, puis ça. Et puis, il n'a pas eu la chance de quitter les rues à temps. Et puis, le jour qu'il est décédé, il y a eu une semaine après les funérailles et tout. Et je pense que ce jour-là, c'était le pire jour de ma vie. Simplement parce qu'on était à l'église et tout. Puis Polo, c'est pas un gars qui s'exprime facilement. Et puis, il est monté devant le podium. Et puis, je me souviens du jour-là, pour toujours. Il a commencé à taper ses doigts sur le podium comme s'il cherchait des mots. Et puis, il s'est mis à pleurer. Et puis, toute l'église au complet s'est mis à pleurer. Il y avait tellement d'énergie qui s'est vidée dans cette journée-là. C'était too much. Okay. Et puis, la même soirée, ce qui est arrivé, c'est que mon ami de Back in the Days, que j'avais présenté à Happy, qui était mon ami de tout le temps, il m'appelle, il me dit « Oh, il y a un baptême, on va juste aller boire, se changer les idées, puis tout. » Je suis comme « ça me tente pas. » Mais il me dit « Oh, viens me chercher, puis tout. » Je suis comme « Non, ça me tente pas. » Puis il a insisté, mais je comprenais pas pourquoi il insistait. Mais là, c'est là que je te dis que on utilise certaines choses pour qu'une chose t'arrive, pour que soit tu comprends ou si tu n'as pas compris, il y a d'autres choses qui vont t'arriver encore. En allant le chercher, je vois, il y a un drap, un long drap avec quelque chose dedans qui met dans le siège arrière de mon auto. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, tu sais, il y a des choses qui sont arrivées, on n'a pas le choix de se munir, comme qu'on dit. Fait que là, on arrive dans le baptême, c'était un sous-sol d'église.
Et ce sol d'église était dans le coin de l'ennemi, comme on peut dire. Fait qu'on est en dedans, on boit, on s'amuse. Je commence à être tipsy. Et puis il vient, il me dit comme les gars qui ont fait ça à Jean-Ernst, ils sont dehors. Puis là, je suis comme, je suis pas un gangster, mais tu sais, comme s'il y a quelque chose à faire, je vais le faire. Fait que pourquoi qu'il dit ça à moi? Parce qu'il y a d'autres gars qui étaient déjà actifs qui sont là, mais pourquoi qu'il a dit ça à moi? Fait que là, on sort, on va dehors. Pendant qu'on est dehors, je vois les gars sont comme en caucus, ils parlent ensemble et tout. Donc moi, je me rapproche pour écouter, voir de quoi qu'ils parlent. Et puis lui, il est resté à côté de la porte. Fait que pendant que je m'approche, il y a un des gars qui se retourne et il me dit « Oh, tu sors d'où, toi? » Le moment qu'il a dit ça, j'ai comme baissé la tête, puis j'ai fait « Ah. » Puis les gars ont commencé à me jump. Ils me frappent, je suis à terre, Tu sais quoi, dans le fond, je sentais même pas les coups qui me frappaient. Tout ce que je pensais, c'était à ma mère. Je me dis, oh, wow, je vais mourir aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Puis là, j'en entends un qui dit, vas-y, tire-le et tout. Je suis comme, ah, c'est fini. Et puis, j'entends mon ami qui est à côté de la porte, il est froze, il a gelé. Il était comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis, il n'a pas bougé. Mais il a bien fait de ne pas bouger. Parce qu'imagine, il aurait été dans l'auto, aller prendre l'outil. Ça aurait été la catastrophe. Catastrophique. Là, c'est drôle parce que tu l'as répété. Dès la première fois, avec, je pense, ton cousin, tu as eu comme une révélation. Ouais. OK. Mais pourquoi tu t'entêtais toujours à dire, bon, non, c'est pas ça. Je continue. Bonne question. Parce que dès la première révélation, c'est pas tout le monde qui voit ça. Toi, tu l'as vu tout de suite. Je l'ai vu tout de suite, mais je suis retourné dans mon ancien environnement, qui est Montréal. Non, mais c'est ça, mais tu l'as... Ah, OK, je comprends. Ah, voilà. Okay, fait que, en parce retournant... Que la révélation n'était pas ici, t'étais en Floride. J'étais en Floride, fait que j'étais encore au paradis, comme on peut dire. Ouais. Fait que quand je reviens, mes amis me regardent comme, tu te prends pour qui maintenant? Tu fumes plus, tu bois plus. C'est comme ça les dérangeait de voir que j'avais changé. Okay. Donc, tout ça pour dire, c'est qu'on a des choix dans la vie. Il y a des signes qui nous viennent que si on n'écoute pas, il y a des choses qui arrivent. C'est comme si tu as été à l'école de la rue par force. Par force. Okay. Là, maintenant, le nouveau Dimitri est arrivé en Floride. Puis j'imagine avec tout ce bagage-là, ces bad trips-là qu'on dit, là, à partir de là, dès que tu as mis le pied en Floride, tu as acheté ton billet one way, tu dis bye Montréal, bye le Québec, bye les anciens amis. Exact. Tu vas de l'avant maintenant, les signes, tu les vois arriver. Ah, là, oui. tu as pris là maintenant. Puis le fait que tu es dans un nouvel environnement, il n'y a pas de, je ne vais pas dire honte, mais tu ne vas pas décevoir. Même si c'était des mauvaises fréquentations, ton choix, c'est ton choix. Exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ah, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pour qui tu te prends ?» Là, tu sais que c'est des nouvelles connaissances, de nouveaux amis, on te connaît qui tu es et tu assumes. Et puis, ce qui était le fun aussi, c'est que ce que j'ai appris, c'est que quand tu arrives dans un environnement qui est totalement différent, tu es qui tu montres que tu es. Exact. Si j'étais arrivé puis je disais que je suis un médecin et puis je suis un professionnel dans tel domaine, les gens vont me croire jusqu'à ce que je foire. Ouais. Right? Donc, avec les connaissances que j'avais, j'ai toujours eu le désir d'être dans l'industrie de la musique. C'est là que j'allais venir aussi. Oui. Parce que le Dimitri qu'on connaissait, en tout cas que moi je connaissais, qui arrive en Floride, c'est le gars multimédia, le gars qu'on voyait que je m'appelle. Y avait-tu un nom Vision dans ton entreprise? Bones Vision. Bones Vision. Puis on voyait une caméra, that's it. Moi, Dimitri était égal à multimédia. Exact. Donc, ça a été les outils que j'ai utilisés pour entrer dans ces pièces-là avec les artistes qu'on connaît aujourd'hui, les Rick Ross, les DJ Khaled. Mais tous ces artistes-là, là, un volet intéressant, tu les connaissais pas, tu viens du Québec. Non, je les connaissais pas. Comment? Mais j'ai eu l'aide d'un ami de famille que lui, sa famille avait déménagé depuis longtemps. Là-bas en Floride. Okay. Lui, il avait sa compagnie de marketing déjà en Floride. Et ça m'a donné un accès. Lex Promotion. Son nom ici, c'est Alex, son frère. Tu connais son frère Dickens? Oui. Ouais. OK. Il y a du monde de Saint-Léonard. Pierre-Louis. Ouais. OK, oui, les gars de Saint-Léonard. Ils ont grandi. Ils sont partis en 92, longtemps avant tout le monde. Sa mère était infirmière. Donc, à l'époque, il donnait les visas assez faciles pour aller là-bas. Donc, lui, il avait parti sa compagnie en marketing et il travaillait déjà avec certains de ces artistes-là. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé. Mais c'est toi qui dois faire tes preuves. Ouais. Parce que si tu n'es pas bon, qu'importe qui tu connais, ça ne va pas vraiment te donner accès. Donc, moi, au début, je faisais des choses gratuites pour ces artistes-là.
je me suis entouré de gens qui étaient mieux que moi. Quand tu écoutes une histoire comme Andrew Carnegie, lui, c'était quelqu'un qui était à l'époque l'homme le plus riche au monde. Il était dans l'industrie du métal et toutes ces choses-là. Donc, lui, il n'était pas le plus intelligent, mais il s'est entouré des gens qui sont beaucoup plus smart que lui pour pouvoir aider sa business et aider les autres. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais des vidéographes que je connaissais, qu'eux autres, ils avaient beaucoup de talent, ils étaient plus jeunes. Mais on s'est formé un groupe, puis on allait chercher des clients locaux en Floride. Mais en même temps, on travaillait avec les artistes de Maybach Music ou les artistes de We The Best, DJ Khaled et tout. Puis le fait qu'eux autres étaient déjà installés, ça, c'était un plus pour toi. Ouais. C'est les contacts, tout ça. OK. Donc, au début, ce que moi, j'ai appliqué comme méthode, c'est je faisais des projets gratuits. Puis, j'explique ça à beaucoup de gens aussi, c'est que fais toujours plus que qu'est-ce qu'on te paye et un jour, tu seras payé plus pour qu'est-ce que tu fais. Ouais. Ça va dans ton emploi, ton 9 à 5 et tout. Demande-toi pas exactement où est-ce que le chèque va venir ou l'opportunité va venir. Juste c'est puissant fais ce que plus. tu disais ça. Hein? Ouais. Et tu vois, pendant que tu dis ça, je suis en train de penser à plusieurs personnes qui l'appliquent et malheureusement, d'autres personnes qui ne l'appliquent pas. Puis ceux qui ne l'appliquent pas, tu vois le résultat plusieurs années plus tard. Ça t'affecte grandement. Mais étant donné que tu venais d'arriver, je comprends que tu fais ça gratuit, mais tu manges comment? Tu vis comment? Bon, oui, je fais ça gratuit pour eux. Mais à l'époque que je suis arrivé à Miami, il y avait beaucoup de street money, des gars qui faisaient de l'argent assez facile, qu'eux autres, ils voulaient devenir des artistes. Donc, c'est eux qui finançaient nos projets. Okay. Parce qu'on les chargeait 2 000, 3 000, 5 000 pour leurs projets, pour par la suite aller dire aux artistes comme Ace Hood ou Mick Mill, on va te faire une vidéo pour presque gratuit. Et de là, c'est comme, ça nous donne un pied de l'avant. Donc, avec ça, moi, ça m'a donné accès à tous ces artistes-là. Et puis, l'un des artistes que j'ai vraiment pris le temps de vraiment travailler avec, c'est Kodak. Kodak Black, à ses débuts. Lui, il avait 13, 14 ans. Et j'ai pris ses projets. J'ai même fait... Pourquoi lui plutôt qu'un autre? À cause du jeune âge, tu voyais la vision? Je voyais la vision, je voyais son potentiel. J'ai toujours vu qu'il était quelqu'un de très talentueux. Et en même temps, c'était une opportunité que j'avais parce que ces gars-là, ils préféraient travailler avec moi parce qu'ils étaient plus à l'aise avec moi que travailler avec les autres qui avaient beaucoup plus de talent. Les gens travaillent avec qui relate, comme on dit. Donc, c'est pas juste une question de nom. C'est une question... Non, du tout. Puis surtout dans ce domaine-là, ils veulent, comme tu dis, tu relates avec telle personne, il y a une chimie qui passe. Ouais. OK, let's go. La seule chose, foire pas, ne déçois pas. Exact. Okay. Donc, c'était vraiment du freestyle qu'on faisait. Tu sais, son vidéo que j'ai faite qui a eu le plus de views aujourd'hui, 400, 500 millions de views. C'est une chanson qui s'appelle No Flockin'. Puis ça a été vraiment juste une vidéo freestyle qu'on a faite. Okay. On n'était même pas supposé de faire cette chanson-là parce que plus tôt dans la journée, on a fait une autre vidéo. Et puis son manager m'a appelé, il a dit « T'as-tu encore du temps? On fait une autre vidéo. » Donc, je n'ai pas vraiment pris au sérieux. Mais en même temps, on m'envoyait les chansons, on me disait « Qu'est-ce que tu penses qui devrait être le prochain hit ou quoi que ce soit. » Et puis, pour les artistes, un petit conseil, tu ne sais jamais lequel qui va être ton prochain ou ta chanson la meilleure. L'idéal, c'est vraiment mettre ta musique dehors, retiens pas trop de choses et tu vas voir que ça va finir par donner ou payer, comme on dit. Fait que, en travaillant avec lui, ça m'a donné beaucoup plus de notoriété. Une confiance aussi. De confiance. Et par la suite, là, aujourd'hui, tu vois, il est multimillionnaire. Si j'avais su que les views sur YouTube allaient donner comme que ton podcast, il va avoir des millions de views et puis YouTube va te payer. Personne n'en parle. Mais les gens savent que certaines choses comme ça peuvent arriver. Et puis, un vidéo comme que j'ai faite pour lui qui a 400, 500 millions de views serait supposé de me rapporter au moins 50 000 facile. Mais à l'époque, on chargeait 2 000, 3 000 pour des vidéos. Donc, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. Et par après, avec la musique, c'était qu'est-ce qui allait me financer pour mon prochain chapitre qui était l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose qui a toujours été... Là, on est rendu en quelle année? Là, on est rendu 2015, 2016. OK. Ouais, 2015, 2016. Mais, comme je te dis, le Dimitri qu'on connaissait, que je connaissais, c'était
monsieur multimédia, vidéo, l'immobilier, tu viens là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu ou bien à force de côtoyer du monde et puis à un moment donné, tu vois l'argent, OK, comment je peux m'enrichir? Est-ce que c'est venu comme ça? Non, avant de quitter Montréal, j'ai été faire mes cartes de compétences. J'ai étudié en construction. Pourquoi? J'ai fait en plâtrage. Pourquoi? Poseur de système intérieur parce que je voulais pas arriver ailleurs sans rien dans mes mains. C'est OK. beau, j'avais un backup de la musique, le multimédia et tout, mais aussitôt que je suis arrivé aux États-Unis, tout le monde a un studio d'enregistrement. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai été faire la transition dans le visuel. OK. Mais en même temps, je me suis dit, OK, construction, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc, avant de quitter Montréal, j'ai fait certains projets ici. J'avais une équipe, on faisait des projets, acheter des maisons, rénover et revendre. Donc, ça m'a comme donné un petit backup. Et le premier projet que j'ai eu en Floride, c'est une maison qui était à refaire au complet. On l'a eu à 89 000. Et on a mis à peu près 30 000 de réno dedans. Ça a donné la valeur à la maison. Et avec ça... Là, c'est sûr, avec les cartes de compétences que tu as, c'est sûr, les cartes ne sont pas applicables là-bas, mais l'expertise est là. Ouais. Donc, tu as fait le projet avec toi seul? Ben, pas seul, j'imagine. Non, ce que je savais faire, je l'ai fait. Puis les autres personnes, les autres cartes de métier? Oui. Okay. J'engageais les autres équipes pour faire... poseur de cuisine, système de cuisine, plomberie et tout. Moi, ce qui était au point de vue de poseur de système intérieur, plâtrage, peinture, des choses du genre. Mais même en faisant ça, tu as eu un guide, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, c'est pas la première chose que tu penses, un projet comme ça, un genre de flip. Un genre de flip, oui, c'est sûr, j'ai eu un guide, mais en même temps, j'ai fait l'essai-erreur. Okay. Au début, comme à l'école de construction, c'était la journée au complet, on montait des échafaudages, on les redescendait. Donc, j'ai appris à l'école, j'ai fait mon temps, j'ai fait mes heures. Okay. Et même quand j'ai fini mon cours, il fallait que j'aille faire mes heures de, je pense que c'était 150 heures. Puis encore là, c'est comme si qu'ils ne voulaient pas me les donner. C'est comme, mon premier projet, c'était l'extension qu'il y avait au Casino de Montréal. Okay. Et puis, je pense que j'étais rendu à 120 heures. Puis en bout de ligne, ils m'ont dit, tu sais quoi, non, on ne pense pas que tu fais du bon travail. Ou bien, il y a beaucoup de gens qui ont eu ces situations-là. C'est comme si on te bloque pour que tu ailles recommencer à faire un autre 150 heures et puis tout. Une question d'argent. Exactement. Okay. Donc, ça m'a comme déçu un peu. Et puis, mais encore là, j'avais l'expertise, j'avais les connaissances, donc ça m'a aidé à aller ailleurs et faire qu'est-ce que j'avais à faire au point de vue d'immobilier. Puis de là, ce que je faisais avec la musique, l'argent que je faisais avec les vidéos et tout, ça m'aidait à financer mes projets immobiliers. Okay. Et puis, fast forward à 2016, j'ai rencontré la mère de mes enfants. Et puis, encore là, c'était... Elle m'a été livrée sur un plateau parce que j'ai demandé quelqu'un spécifique. Il y a quelque chose dans l'univers qu'on met qu'il faut que tu sois spécifique sur tes demandes pour recevoir exactement ce que tu veux. La loi de l'attraction. Ouais. Et puis, un autre livre que je conseille aux gens de lire, c'est Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Napoleon Hill était un étudiant de Andrew Carnegie, que je parlais plus tôt. Et puis, Andrew Carnegie lui a dit, OK, tu travailles pour moi, donc tu vas devoir me donner 20 ans de ta vie à apprendre tout ce que je sais, et puis je te garantis que tu vas devenir multimillionnaire. Si moi, je te dis ça, là, aujourd'hui, là, malgré que je suis un artiste qui est très établi, puis que je te dis, viens avec moi pendant les 10-15 prochaines années, puis en bout de ligne, ça va payer pour toi. La plupart des gens vont se dire, non. C'est pas fait pour moi, je suis pas prêt. Mais Napoleon Hill l'a fait. Il l'a fait, ça l'a donné beaucoup et puis ça l'a ouvert plusieurs portes. Donc, ça revient à moi, au début, quand je faisais des choses pour très peu, pour ces artistes-là, ça me donnait l'expertise et ça m'ouvrait d'autres portes. Ouais. Donc, Napoleon Hill, il avait accès à tous les grands du monde entier, que ce soit Henry Ford, que ce soit Thomas Edison, Henry Ford qui a parti la compagnie d'automobile, Thomas Edison qui a parti la lumière condensante qu'on connaît aujourd'hui. Puis Thomas Edison a fait plus que 10 000 erreurs avant qu'il puisse y arriver. Donc, il ne faut pas arrêter de là. Quand on a une barrière, la plupart des gens ils se disent « Oh non, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué ». Il a continué, il a essayé. Et puis, en bout de ligne, ça a donné pour lui. Donc, tout ça pour dire qu'il faut se forcer
Et puis, ne pas laisser les barrières de la vie nous arrêter ou nous décourager. Et puis, ce qui est là pour te bloquer est fait pour te rendre plus fort. Pour qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Ce que tu dis, tu as entièrement raison. Par contre, n'oublie pas, personne n'en parle. Il y a une base que... Là, je te dis ça selon avec mon expérience de vie. Il y a une base qui est importante d'avoir, c'est l'éducation aussi. Oui. Parce que c'est beau, tout ça, puis il y a des choses que tu vois qui sont écrites dans des livres. Faut pas abandonner, tout ça. Mais si ta fondation n'est pas là, tu l'as dit, toi, tes parents, qu'est-ce que tes parents faisaient? Ils sont venus ici, ils n'ont pas baissé les bras. Oui, malgré que ton père a eu... Pour lui, c'est un sous-métier, la mécanique, mais il n'a pas baissé les bras. Non. Il y avait un plan... Le plan A ne fonctionnait pas. Plan B, qu'est-ce qu'on fait? Même si il y a un plan B, parce que pourquoi? Il y a quand même une famille à soutenir. Exact. Fait que cette éducation-là que tu as eue, c'est pour beaucoup. Puis souvent, je le mentionne à du monde, des fois, tu vois la défaillance de quelqu'un. La première question, avant de juger, je me dis toujours, comment était son éducation? Voilà. Ouais, faut savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là. Pour que la personne agisse de telle façon, oui. que ce soit un homme ou une femme. Puis à partir de là, tu peux avoir la réponse. Et puis à partir de là, c'est plus facile à travailler, aller chercher ou aider la personne. Exact. Parce que oui, c'est vrai, tu es parti en Floride, quelqu'un aurait dit, oui, mais il y a de la famille ici. Mais parce que tu viens d'une famille, plan A fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait plan B? Mais quelqu'un qui sait pas c'est quoi, il va rester dans le plan A. Il va rester, il va aller en prison, il va mourir, il va être sur l'aide sociale, ça va être un cercle vicieux. Oui. Puis ça va être comme ça pour la prochaine génération à suivre aussi. C'est pour ça, des fois, pas que je ne veux pas généraliser, c'est quand tu vas dans un secteur où la majorité du monde sont sur l'aide sociale, tu regardes les enfants, il y a de fortes chances que c'est un cercle. Un cercle, oui. Ils vont suivre. Ils vont suivre parce qu'ils ne connaissent pas mieux. Ouais. Puis les gens ont beau voir que, ah oui, j'avais de la famille pour m'aider. Ça a été temporaire. Ouais. Parce que combien de temps tu vas dormir sur le sofa de ta tante avant qu'on te dise qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ouais. Right? So, au début, j'étais comme, OK, ouais, je vais utiliser cette aide-là, mais ça ne va pas être pour longtemps. Non. Là, au moins, tu as fait le move. Il y a du monde qui ont l'aide. Ils n'osent même pas le faire. Ils osent même pas sauter. Ouais. Parce que l'inconnu, ça fait peur. Ça fait peur. Et puis, j'ai Et surtout aux États-Unis. Ouais. C'est sûr, dans ce temps-là, toi, tu as été 2011, c'était Barack Obama? Début Obama. Début Obama. Exactement. Ah, parce qu'il y a eu 2 termes. Oui, c'est ça. Début Obama, 2011. Ouais. Puis encore là, tu sais, la politique, tout ça, c'est une façade on pense qu'on va être correct et tout. Mais après, le temps que j'ai fait chez la famille, OK, je dois être à mon compte. Ouais. Et ça coûte cher, la vie là-bas. Donc, j'ai souffert, j'ai dormi dans mon auto, j'ai dormi dans des hôtels. Pendant l'argent que je faisais, il fallait que je paye mon train de vie et tout. Donc, j'allais soit louer des hôtels par mois parce que je n'étais pas encore assez stable pour me dire, OK, j'ai le premier, le dernier et puis un dépôt de sécurité pour aller me chercher un appartement et tout. Donc, parce que c'est vrai, aux États-Unis, quand tu prends un logement, premier mois, dernier mois, dépôt de sécurité. Donc, si tu n'as pas un bon coussin et tout. Bon coussin. Puis par après, j'ai eu des amis qui ont aménagé en Floride et tout. Donc là, je suis plus chez la famille. Je dors sur le sofa de mon ami. Mais écoute, encore là, ça va durer combien de temps? Et fast forward 2016, 2017, je rencontre la mère de mes enfants, une dame formidable que j'ai rencontrée. Le jour que je l'ai vue, je me suis dit, ouais, c'est elle. Et ça a duré le temps que ça a duré. On est en bon terme, on s'aide beaucoup. Comme là, j'ai la flexibilité de voyager et puis faire ce que j'ai à faire. Pour... Combien d'enfants? 2 enfants avec elle, mais on a élevé 3 enfants ensemble. Quand j'ai rencontré, elle avait un fils qui avait 4 ans à l'époque. Aujourd'hui, il a 13 ans. Un bon gars et puis tout. Donc, puis j'ai 2 filles avec elle. Ils ont 6 et 7 ans. C'est l'époque parfaite pour eux et pour moi. Parce que mes amis, aujourd'hui, ils ont des enfants dans le début vingtaine. Certains d'entre eux sont grands-parents. Puis comme que j'expliquais plus tôt, certains d'entre eux ont perdu leur enfant. Des choses qu'on ne souhaite à personne, mais encore là, comme tu expliques, les gens qui ont grandi dans un milieu où ce qu'ils ne savent pas mieux, les choses arrivent. Ils vont reproduire. Ouais. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu éviter certaines choses parce que j'ai compris à temps. Sinon, ça aurait été des longues sentences de prison ou la morgue. Comme la plupart des gens avec qui je me suis entouré. Puis je me souviens, en 2006, le jour de ma fête,
je regarde les nouvelles et puis c'est là que je vois beaucoup de ces gars-là sont faits arrêter par des situations qui se sont impliqués avec les gens qu'on n'a jamais eu accès, que ce soit la mafia, les motards et puis tout ça. Mais c'est des gars que j'étais avec eux tout le temps. Ouais. Là, je regarde les nouvelles, je me dis, waouh, si le mal n'était pas arrivé, au moment que c'est arrivé, j'aurais été dans ces situations-là. Ouais. Ça aurait été pire. Ça aurait été pire. Ouais. Le gars avec qui que je me tenais à chaque jour, si j'étais pas parti, c'est moi qui aurais été le conducteur quand il a été faire quelque chose qu'il ne devait pas faire, puis quelque chose a engendré une autre. J'ai compris, puis je souhaite à tout le monde de vraiment prendre le temps d'analyser leur vie, puis se dire, écoute, c'est pas pour moi, ça vaut pas la peine. Il faut changer. Ouais. Les gens ont peur du changement. Ils ont peur du changement. Ouais. Tu sais, je parle à mon frère, comme même aujourd'hui, avant de quitter, tu sais, comme il me dit, fais attention. Parce qu'il a été élevé comme ça, puis ma mère a toujours dit, fais attention. Mais fais attention à quoi? Mettre le pied devant? Parce qu'on a peur d'essayer. Lui, il a encaissé les gènes de ma mère qui fait en sorte que... Fais attention tout le temps. Il fait attention tout le temps. Puis ça l'a donné un bloc dans la vie. À l'époque, je le voyais lire des livres. Le livre de Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Yeah. Je regardais, je suis comme, pourquoi tu lis ça? J'ai lu ces livres-là 15 ans après, puis je me dis, waouh, OK. Les outils que tu apprends dans ces livres-là, c'était comme magique. Mais le bloc, la vie, l'a fait avoir ces connaissances-là, mais il a toujours fait attention. Il a fait des deals dans l'immobilier, ça n'a pas donné. Il s'est retiré. Il s'est retiré parce qu'il il s'est mis avec des gens qui n'avaient pas son propre intérêt. Ouais. Mais ça vient avec. Ça vient avec. Tu sais, les gens prennent des déceptions, puis il faut qu'on apprenne de ça. Pendant que tu parles de ça, là, on est rendu 2016, tu commences à faire les flips immobiliers. Moi, je me rappelle en 2019, je pense que tu avais oublié, l'autre jour, je te parlais de ça. J'étais en Floride plusieurs semaines pour ouvrir une branche de mon entreprise là-bas. Puis je me rappelle, je suis venu chez toi, puis là, tu as commencé à me parler d'immobilier. Et puis, même moi, je fais, t'es dans l'immobilier? Parce que je pensais que c'était uniquement le vidéo. Ouais. Puis, qu'est-ce qui a fait que l'image que tu mettais sur les médias sociaux, je voulais qu'on t'identifie au multimédia? Après ça, je ne sais pas si c'est pendant la pandémie, c'est l'immobilier. Après ça, c'est M. Dimitri, l'homme d'affaires. Il touche un peu de tout. C'est par étapes. Parce que c'est quelque chose qui ne marchait plus. Et puis là, tu dis, OK, on va mettre ça de l'avant, ou bien tu vas avec la tendance, ou tout ça a été calculé. C'était pas pour dire calculé, mais je voulais me retirer du mode de l'industrie de la musique parce que j'ai vu où ce que ça allait, puis je voyais comment que les gens alentour de l'artiste, comment ils se faisaient traiter. Okay. Et puis je commençais aussi à mettre ma vie en danger. Parce que tu regardes un artiste comme Kodak Black, il vient d'un coin en Floride qui s'appelle Pompano. Et puis tous les gens dans ce coin-là sont comme lui. Tout le monde. Ils sont très énergétiques, sont sur la drogue ou des choses, des substances. Et à un moment donné, j'étais dans une situation où on filme une vidéo, puis on est dans le mauvais coin, puis il y a des gars qui sont venus, puis ça a commencé à se brasser. Puis moi, je suis venu avec eux, donc je suis comme, oh, qu'est-ce que je fais? J'appelle un Uber, je me suis... T'as pas quitté Montréal pour aller vivre ça en Floride. Fait que je me suis dit, non, c'est pas la vie que je veux mener. Et puis, encore là, pour les jeunes qui voient ça aujourd'hui, qui voient les artistes puis qui pensent qu'ils veulent vivre cette vie-là, c'est pas le chemin à suivre. OK. Mais là, donc, tu t'es dit, OK, on va mettre l'immobilier. Puis, tu as toujours gardé le multimédia, mais maintenant plus corpo. Plus corpo. Donc, là, le AI est venu en cours. Au début, ce que je faisais, j'avais toujours l'intérêt, la passion pour ce qui était tout marketing en ligne et tout. Donc, je me suis dit, OK, j'ai les connaissances de la caméra. Je vais aller voir des entreprises. Je vais commencer à créer du contenu pour eux. Et par après, il y a les réseaux sociaux qui ont commencé à avoir un boost, un boom, comme on dit. Et puis, je vais commencer à gérer leurs réseaux sociaux, créer du contenu. Puis en même temps, même quand je travaillais avec des artistes comme Rick Ross et tout, on a commencé à faire des campagnes parce qu'il y avait commencé sa campagne avec la liqueur Bel Air. Ouais. Et puis, il y avait un contrat avec Reebok. Donc, nous, on faisait le contenu pour ces compagnies-là. Donc là, j'ai accès à... Là, tu parles de nous? Moi et mon équipe. Okay. Que j'avais, parce que je ne travaillais pas tout seul, j'avais mon équipe qui faisait de la vidéo et tout. Donc, on a commencé à prendre ces contrats-là. Ça nous aidait au moins à avoir
plus de revenus parce que là, c'est des gros montants, des 20 000, des 50 000. Mais là, tu me parles de Rick Ross. Tantôt, tu parlais, quand tu es arrivé, il y avait ton ami qui habitait ici à Montréal, OK, les connaissances, plus de contacts. Mais là, on est rendu en 2019, 2020. Non, pas 2019. Oui, 2019, Ouais, à peu près. 20, 21, 22. Rick Ross. C'est pas tout le monde qui a accès à Rick Ross. Non. Parce que là, tu ne parles pas de n'importe qui. Là. Non, tu non, parles de Rick Ross. Un des plus gros artistes. Oui. Puis j'ai appris beaucoup de lui dans ce côté business. Oui, parce que c'est une machine à branding, Rick Ross. Je l'ai vu. Hein? Mais encore là, moi, je ne glorifie aucun de ces gars-là parce que j'ai vu leur vraie personne, puis ça me dégoûte de voir comment que les gens autour d'eux se font traiter. Okay. Donc, je suis rentré, puis je suis sorti aussi vite. Mais j'ai accès à ces gens-là. Il y a comme je l'ai expliqué plus tôt, DJ Khaled, Yo Gotti, tous ces gens-là, j'ai commencé à travailler avec eux dans les Khaled studios. aussi, comme ça? Il traite le monde comme ça? Khaled, c'est un des gars les plus horribles sur la Terre. Ça, c'est sûr et certain, mais oui. Okay. Un des gars avec qui j'ai commencé mon équipe de vidéo, il est devenu le vidéographer de Khaled. Mais au début, il se faisait payer à peine 500 $ par mois, puis tout. C'était comme de l'abus. Puis j'ai entendu une conversation entre Khaled et Rick Ross qui expliquait comment payer ton ingénieur de son ou ton vidéographer pour faire ton contenu. Tu charges le label de musique, 200, 300 000. Tu payes ton gars 500, 1000 $ par mois, puis tout le reste du profit vient dans tes poches. Tu crées ton studio chez toi, donc le financement se fait de même, puis là, Khaled le regardait, c'est comme, ouais, c'est comme ça. Puis, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses, comme tu vois, T-Pain, qui est un des artistes les plus talentueux dans la game, il a comme été blackball un moment donné. Pourquoi? Parce que, encore là, c'est à cause de Khaled. Khaled disait aux gars, fais pas affaire avec T-Pain parce qu'il va dire tes business à tout le monde. Il va vraiment montrer aux gens comment que t'es. Puis c'est comme ça dans l'industrie. Il n'y a aucun de ces gens-là qui s'aiment. Okay. Aucun. Puis c'est pour ça aussi, dans la fortune, la richesse, il y a certaines personnes où ce qu'ils sont rendus, tu sais, moi je dis il n'y a pas d'équilibre dans la vie. Hein. C'est une balance. Ouais. C'était haut là, il y a quelque chose qui est bas. Ça, c'est bas, c'est une balance. Tout à fait d'accord. Ouais. Puis la richesse qu'ils ont, il y a un prix à payer. Ah oui. Ouais. Puis c'est exactement ce que j'ai vu. C'est comme même quand tu regardes un groupe de personnes, tu vas voir un que sa vie va super bien, puis il s'entoure avec les gens que ça va moins bien. Right? Puis moi, j'ai vu ça dans ces artistes-là, puis ça me disait comme non, c'est pas juste, c'est pas correct. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai fait de la transition. Et puis là, on fast-forward aujourd'hui. Je me suis impliqué complètement dans le AI, dans l'intelligence artificielle. J'ai ma compagnie où ce que j'aide les entreprises, les entrepreneurs à créer des systèmes automatisés. C'est quoi la compagnie? En même temps, tu le dis, pour le monde qui va l'écouter, la description va être au bas. Ouais, ça s'appelle Creator.ai. Okay. Creator, ça s'écrit KR numéro 8, TOR.ai. Et puis ça, c'est sur ce que je vis en ce moment. Je voyage le monde entier par rapport à cette business que j'ai parti. Et c'est très rentable. Puis aussi, j'aide les gens qui sont intéressés à partir leur propre entreprise. Okay. Parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Pour pouvoir te créer une autre source de revenus. Tu sais, les temps sont durs en ce moment pour la plupart des gens. Donc, tu peux te créer une entreprise, une business qui fonctionne, automatisée, qui ne demande pas trop de ton temps, mais un peu d'investissement, of course, c'est financière et tout. Mais ça Quand tu parles un peu d'investissement, un investissement à long terme ou un investissement de départ? Un investissement de départ parce que par la suite, c'est les clients qui payent. Okay. Donc, et on parle de combien? On va dire pour le monde qui sont intéressés, parce que j'imagine que tu fais des webinars, tu fais un peu de tout. Ouais. Donc, c'est un investissement de combien? Exemple, monsieur, madame, tout le monde, un comptable, lui, bon, on ne va pas dire un comptable, on va dire un nouvel arrivant qui est agent de sécurité ou bien une femme qui travaille dans le domaine de la santé, mais cherche à avoir un deuxième revenu. Okay. Un montant de combien de départ comme ça? Le logiciel que j'utilise coûte 497 $ par mois. Okay. US. OK. OK. Avec ce logiciel-là, il y a 2-3 autres outils que tu as besoin pour pouvoir fonctionner. C'est tout ce qu'il te faut. Ton premier client risque de te rapporter 2 000 $ par mois, 5 000 $ par mois ou même 500 $ par mois. Donc, un client à 500 $ par mois paye ton logiciel. Par la suite, tu vas chercher les autres. Tu vas aller chercher les autres.
Et moi aussi, j'enseigne les gens comment aller chercher de l'aide, comment déléguer. Il y a des gens en Philippines ou dans mon équipe à moi qui peuvent gérer et manager le système pour vous en tant que tel. Et puis ça, ce qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de savoir comment créer des sites web, comment faire de l'automation, toutes ces choses-là, tous les outils qu'on a besoin pour être fonctionnel. Tu n'es pas obligé de connaître l'intelligence artificielle pour pouvoir faire de l'argent avec ça. Donc, tous les outils sont là pour pouvoir être capable d'y arriver. Donc, moi, j'enseigne les gens et puis j'aide les entreprises à pouvoir être automatisées. Des fois, ça peut être simplement aider les gens à avoir plus de revues 5 étoiles sur leur profil. Quelqu'un peut te payer 500 ou 1000 $ juste pour les aider à avoir un service. Il y a d'autres gens qui ont besoin de plus de contenu en ligne. Moi, on me paye 500, 1000 $, 1500 pour que je crée du contenu. Je poste automatisé 3 fois par jour sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont besoin de nouveaux sites web. Et surtout ici au Québec, la plupart des gens ont des systèmes qui sont pas optimisés, que ce soit pour les téléphones mobiles ou sur desktop. Pourquoi tu dis surtout au Québec? Parce que les gens sont encore dans les anciens systèmes. Surtout là, des fois, comme l'été passé, j'amène mes enfants ici à chaque été. Et puis, j'essaie de les inscrire à la natation. J'appelle un numéro, ça me dit laisser un message, mais ils ne savent pas que tu peux changer ce système-là, qui peut prendre un rendez-vous pour toi et avoir une assistante virtuelle qui va répondre, qui parle comme toi et moi, qui va répondre, prendre les questions. C'est comme si on a peur du changement. Oui. Donc, ces contrats-là, il y a quelqu'un qui les a eus il y a 30-40 ans puis qu'ils ont été payés des millions. Donc, moi, je cherche la porte où aller frapper pour avoir ces contrats-là, pour par la suite les offrir les services, pour les optimiser, parce que maintenant, ils vont devoir être optimisés. Donc, ces outils-là sont disponibles. Moi, je les ai appris, je les connais et je sais quoi faire avec. Que ce soit un plombier, que ce soit n'importe quelle industrie, ils ont besoin d'un système. Des fois, tu t'appelles chez le docteur et puis tu reçois un texto qui va dire ton rendez-vous est à telle heure et tu reçois plusieurs messages. Tout ça, ça a été automatisé. Eux autres, ils ont un système automatisé. Mais tu peux appeler un électricien puis il n'est pas automatisé. Mais, tu sais, tantôt, j'ai donné l'exemple, l'agent de sécurité, quelqu'un dans le domaine de la santé. La majorité de tes clients, exemple, qui sont, je ne vais pas dire aux États-Unis, je vais comparer ici. J'imagine que tu as des clients qui sont au Québec. Oui. C'est quel domaine, exemple? Tout. Non, mais quand je dis quel domaine, pas nécessairement la personne qui va prendre ça comme sideline. Tu sais, comme l'exemple que tu as montré, quelqu'un qui travaille, qui cherche un deuxième revenu ou même un troisième revenu. Mais c'est du monde qui sont dans. Est-ce que c'est du monde qui connaissait déjà la technologie ou bien pas du tout? Non, la plupart des gens, encore là, c'est dur d'aller apprendre comment faire ces choses-là. Tout ce qu'il faut, c'est l'intérêt. Une fois que tu as l'intérêt et puis tu as les fonds où ce que tu peux dire, OK, bon, ben, je vais payer ce gars-là pour qu'il puisse m'aider à créer un système. C'est tout ce que tu as besoin. Puis nous, on gère. Moi, ce que j'offre, c'est des services clés en main. Je ne vais pas te donner le CRM et le logiciel puis dire, vas-y, débrouille-toi, tu m'as payé, puis ciao, Luc. Non. On va manager le système pour les gens qui sont intéressés. Mais la première chose qu'il faut, c'est le désir. Je ne peux pas le vouloir plus que toi. J'ai essayé de partner avec plusieurs gens, mais j'ai remarqué qu'au début, ils sont « Ouais, ça me tente. » Puis après ça, c'est comment? Ben, OK. C'est autre chose. Mais là, tu viens d'investir ton argent puis que tu n'es pas intéressé, je ne peux pas t'aider plus. En tout cas, c'est bon. Au moins, la description va être là pour les personnes qui veulent te contacter. Puis là, on parlait... C'est comme ça on a été par bloc. 2009, 2011, 2016, 2019, maintenant 2025. Là, aujourd'hui, est-ce que tu as des regrets sur ton parcours? Non, parce que les erreurs sont nécessaires. Si tu ne fais pas des erreurs, mais c'est nécessaire si tu apprends de tes erreurs. Oui, c'est clair. Et puis, c'est ce qui m'a fait. C'est ce qui m'a fait aussi changer. Parce que, tu as vu, je parle de mes parents et tout. Tu sais, à l'époque qu'eux autres, ils ont quitté Haïti, ils ont quitté avec le minimum de connaissances qu'ils avaient. Oui, 100%. Tu sais, moi, ma famille était dans la politique à l'époque de Jean-Claude Duvalier et tout. Le frère de ma grand-mère était premier ministre. Donc, il était celui qui faisait la transition entre Duvalier père et fils. À l'époque, le fils avait 17 ans. Donc, il y avait un président intermédiaire. C'était mon oncle. Et puis... tu n'es pas n'importe qui.
je suis pas n'importe qui, mais c'est pas quelque chose que j'ai grandi à me vanter. Non, je sais, je fais des blagues. Par contre, j'ai appris de tout ça, j'ai vu de tout ça. Ma grand-mère, c'était une hustleuse, elle avait des business et tout. Si c'était pas pour elle qui est venue avec des fonds au Québec, j'aurais grandi dans un HLM. Parce que mes parents, ma mère a été gâtée toute sa vie, elle a toujours eu. Et mon père, lui, c'est différent. Son père était un travailleur. Puis il me donne des exemples assez souvent. Il dit, mon père, quand il allait à l'épicerie, il avait un costume sur lui. Ça m'a pris du temps à comprendre qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Comment tu te présentes? Comment tu te présentes, c'est très important. Ouais. Tu me suis? Donc, cet exemple-là qu'il me donnait quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas. Puis mon père, comme chez nous, c'était la maison où tout le monde venait. Mon oncle, il jouait au soccer, il y avait ses amis, il y avait un groupe qui s'appelait Aliciana, il jouait au soccer, mais c'était chez nous la base. Il jouait au bésigle, chez nous, comme qu'on parle, c'est un jeu de cartes haïtien, au domino et tout. Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où la tentation a toujours été là, les gens, ils buvaient, c'était l'action. Mais mon père n'a jamais joué avec les gars. Il n'a jamais bu un verre, il ne s'est jamais assis à table avec eux. Puis il me disait parce que... Et c'est chez lui. Et c'est chez lui. Il ne veut pas qu'on niaise avec sa face, right? Parce que les gens sont de même. Tu as l'alcool, tu vas dire « Ah, ben, c'est pas la carte que tu as mis ou quoi que ce soit. » Puis il a toujours été un gars très respectueux. Et puis, en grandissant, on n'a pas eu la bonne relation, moi et lui, parce que je ne comprenais pas pourquoi il était comme il était. Il venait à la maison, il était toujours frustré. Il me chicanait. Moi, j'étais un gars tannant, oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours senti comme quoi qu'il ne m'aimait pas. Et en grandissant, j'ai compris par après. C'est comme, t'imagines un homme qui habite avec ses beaux-parents toute sa vie. La frustration, tu viens dans une maison, tu as des enfants qui ne sont pas tes enfants, qui sont là. Chez nous, c'était le bordel. C'était où tout le monde venait. C'était la base, comme on dit. En date d'aujourd'hui encore, à la fin de 2025, c'est quoi professionnellement, je n'ai pas fini personnel, professionnellement, c'est quoi ta vision? Parce que là, tu nous as parlé de ton entreprise en ligne, tu voyages beaucoup, tu veux aider des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, le monde qui veulent un sideline, deuxième job, troisième job pour subvenir à leurs nouveaux besoins, étant donné l'économie. C'est quoi ta vision pour les 2-3 prochaines années? Je ne vais pas te dire 10 ans, je te réalise pour 2-3 prochaines années. Ma vision, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible. Okay. Ma mission, c'est d'aider les gens. J'ai été mis sur Terre pour faire ça. Okay. L'argent va venir, l'argent vient. Et puis, les gens peuvent voir mon lifestyle sur les réseaux sociaux, comme « Wow, t'es dans une Rolls Royce, tu conduis des Maybach, ici, puis ça. » J'ai accès à ces choses-là, mais c'est pas qu'est-ce qui me fait. Et puis, je dis souvent que ta Mercedes, là, tu la conduis, après une semaine, là, tu te sens comme si tu étais dans ta Toyota. Il n'y a pas grande différence. À l'époque, à un moment donné, j'avais 3 Mercedes. Oui, je faisais les locations d'auto et tout, mais ce n'était pas nécessaire. Parce que c'est des factures à 1200, 1400 par mois sur chaque véhicule. Fait que l'argent que je fais, ça va là. Au lieu que j'aurais pu m'avoir une auto bien simple et tout et recommencer à investir dans l'immobilier. Mais j'enjoy ma vie. En ce moment, comme je peux aller au Mexique pendant 1 mois, ça me coûte moins cher être là-bas. Et je reviens, si la mère de mes enfants me dit elle s'en va en Afrique, comme par exemple en décembre, vas-y, elle peut partir pour 1 mois, je m'occupe des enfants. On a un bon système. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est vraiment le fait que j'ai la paix, je suis heureux, je vis avec très peu. J'ai changé ma diète au complet. Je jeûne à chaque jour. Je ne mange pas, comme là, il est 3 heures, 4 heures, je n'ai pas encore déjeuné ou mangé. Tu vas être content, moi aussi. Bon, voilà, on va manger après, oui? Non, demain. Demain? Oh, oui. OK. Bon, mais quelque chose de nouveau. Un vrai jeûne complet. On m'a toujours parlé de ça, est-ce que je te coupe encore, mais on essaye. Le jeûner, c'est nécessaire et c'est non seulement bon pour le système, c'est spirituel. Dans la Bible, ça dit quand tu jeûnes. Ça ne dit pas si tu jeûnes. Non, il faut que tu le fasses. Et moi, je le fais intermédiaire certaines fois, mais à chaque jour. Je ne mange pas à partir de 8 heures jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures le lendemain. Mais j'ai fait aussi des jeûnes spirituels de 3 jours, 7 jours au max. La mère de mes enfants, elle a fait une affaire comme Jésus, une affaire de 20 à 30 jours. À un moment donné, j'étais comme « wow ». Mais mes fastes à moi, mes jeûner, je peux faire ça liquide. Je suis capable de juste boire de l'eau
Et des fois, la seule tricherie que je peux faire... c'est de l'eau. Tu dis quoi? Non, de l'eau. Ah bon. Oh, oui, oui. La seule chose que je peux faire, c'est des fruits en fin de journée. Quand j'y arrive pas, après la deuxième journée, c'est comme, OK, là, c'est assez. Mais les révélations que tu as pendant ce jeûne, ce faste, ça l'aide beaucoup à voir et entendre la voix que tu es supposé d'entendre. Parce que la bouffe, oui, c'est bon, mais c'est pas l'idéal. Puis moi, déjà, j'ai arrêté, ça fait à peu près 3 ans, presque 4 ans, la viande au complet. Je mange plus de viande. Je mange du saumon, certains fruits de mer. J'ai arrêté le crabe, j'ai arrêté les crevettes, en sachant exactement c'est quoi ces animaux-là et leur raison d'être, c'est de manger qu'est-ce qu'il y a dans le fond de l'océan. C'est des nettoyeurs d'océan. Donc, ils mangent tout ce qu'ils ne sont pas supposés de manger. Le porc, j'ai arrêté ça fait des siècles. C'est un animal impur et ce n'est pas fait pour la consommation de l'être humain. Ouais, à chacun ses manières s'il veut consommer ça. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'aide, puis c'est ce qui m'a créé une discipline qui fait que là, comme je te dis, je suis très stable mentalement, je suis bien, la vie va mieux que ça l'a jamais été. Et c'est là où je suis aujourd'hui. OK, good. Bon, vous l'avez entendu, M. Dimitri nous a parlé de son parcours. Aujourd'hui, il est bien dans sa peau, père de 2 enfants, anciennement conjoint. Je ne sais pas s'ils vont reprendre, je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais le message qu'on voulait passer, ce n'est pas juste professionnel, c'est aussi personnel. La vie est dure pour tous et chacun. Un message que j'envoie aux jeunes, aux parents, même des personnes qui sont célibataires, pas d'enfants. Il faut avoir la foi. Puis souvent, il y a quelqu'un qui te parle, il y a un message que tu reçois pour te dire ce que tu fais est mal, d'aller vers le bien. C'est très dur. Mais le message que Dimitri nous a envoyé aujourd'hui, c'est toujours d'écouter cette voix-là pour nous épargner des problèmes. Donc, pour en savoir plus, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Dimitri va être là. Bon, vous l'avez entendu, c'est monsieur high-tech. Il va prendre le temps d'écrire. Si vous voulez avoir un petit moment avec lui virtuellement parce qu'on ne sait pas où il est, n'hésitez pas à écrire vos commentaires, votre avis par rapport à ça. Puis merci encore à tous d'avoir écouté Personne n'en parle. Racks, bank account fat. Trip too real, they can't handle that. In the night, city glow, we flying. No cap, truth told, no lying. Savage goat, king of the scene. Flexing racks, living the dream. Flexing racks, drip, drop, cold as ice. Squad.